Merci à tous d'être venus, malgré les quelques difficultés de transport. Donc, comme pour la plupart d'entre vous, vous le savez, nous sommes une association qui s'intitule Les Humanités d'hier et d'aujourd'hui. Cette association fait intervenir des praticiens, des philosophes, des personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement, des chercheurs, des auteurs. Philippe Heim est auteur, il est praticien, il est psychiatre, psychothérapeute, il est responsable pédagogique du collège d'hypnose et thérapie intégrative de Paris. Voilà, donc nous avons le très très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Heim qui va nous parler de la réalité est-elle réelle. Donc, pourquoi la réalité est-elle réelle? Il vous expliquera et quel est le lien, pourrait-on se dire, avec l'ouvrage, puisque l'ouvrage aussi a été présenté comme faisant partie de la soirée. Je pense qu'il y aura un lien à un moment donné au niveau de la communication, très certainement. J'espère, on verra. D'accord, donc ouvrage écouté par les soignés qui se trouve ici. Je vous propose de passer une excellente soirée. Et merci à Philippe Heim pour sa présence. Alors bonsoir, merci. Je commence par remercier Nathalie aussi pour son invitation quand elle m'a proposé cette soirée, dont je n'ai pas choisi le titre, mais j'y reviendrai. On se connaissait assez peu, on s'était connus par le biais des réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent savent que j'y passe du temps. Et j'avais accepté volontiers. Et petit à petit, j'ai pu découvrir un peu plus Nathalie, sa grande ouverture, son intégrité, et son humanité, et puis sa grande érudition. Et donc les échanges avec elle sont toujours agréables, et donc en la connaissant mieux, j'ai encore moins regretté d'avoir accepté cette invitation. Alors ceux qui se sont inscrits sur internet, c'est vrai que le titre a changé. Au début c'était écrit La réalité est-elle réelle, et puis après il y a mon bouquin qui est sorti et qui s'appelle Écouté par les soignés, donc ça a été renommé. Alors j'avais le choix du coup, soit je faisais une soirée pour présenter mon bouquin, c'était l'option facile, soit j'essayais de plancher sur le sujet. Alors j'ai pris l'option difficile. J'ai essayé de plancher sur le sujet, mais pour le présenter à ma façon, juste en disant des choses qui m'intéressent et qui, j'espère, vous dégourdiront les neurones. Voilà, alors après, comme mon livre était quand même sur l'affiche, je vais prendre 2 minutes pour le présenter, et puis après je vous parle de la réalité est-elle réelle à ma façon. Donc, non mais j'ai mis hop, tu vois, la couverture. T'as vu? Donc j'ai dit que j'allais y passer 3 minutes, comme ça c'est fait. L'ancienne. Donc le livre effectivement s'appelle Écouté par les soignés et se veut un petit guide de communication et de psychothérapie. Alors pour les soignants, plus généralement pour les gens qui sont dans la relation d'aide et pour les gens qui ont des entretiens et de la communication, on va dire interpersonnelle, mon idée qui m'avait été soufflée par les étudiants était d'avoir, au-delà des principes, d'avoir des outils concrets. Dans le sens où c'est vrai que quand on apprend ce genre de métier, on a souvent des beaux principes. Il faut être empathique, il faut générer de la confiance, il faut maintenir une juste distance, il faut, etc. Et c'est souvent il faut être empathique, celui-là je l'aime bien, mais on nous dit rarement comment faire. Et je m'étais rendu compte que l'hypnose et les thérapies brèves que je pratiquais m'avaient donné des outils non spécifiques par rapport à ça, et j'ai eu envie de les rassembler en un seul ouvrage de façon, j'espère, claire. Parce que mon idée, alors évidemment chaque relation humaine est unique, c'est 2 humanités au carré, mais c'est pas parce que c'est à chaque fois unique qu'il n'y a rien à en dire, et qu'il n'y a pas quelques principes et quelques outils bien réels. Et l'idée générale, et peut-être que ça va faire le lien, parce que c'était que avoir une bonne idée n'est jamais suffisant. Avoir un principe intéressant, du genre il faut écouter les gens avec attention, avec empathie, ça ne suffit pas. Il faut que le message passe. Il ne suffit pas d'écouter un patient, un client, il faut qu'il sente qu'on l'écoute. Il ne suffit pas d'être empathique, il faut qu'il sente l'empathie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, je fais un peu le lien, mais il ne suffit pas de la réalité de mon message, il faut que la grille de lecture entre dans le réel de la relation.
Et je pense que en fait c'est un peu ça le fil rouge. C'est je vais pas faire de philo, hein. Peut-être le seul mot un peu philosophique que j'emploierais, mais je dirais qu'il y a une tension dialectique, ok, il y a une tension dialectique entre la réalité et la grille de lecture que j'en ai, c'est-à-dire la relation que j'ai avec cette réalité. Et finalement, se demander si la réalité est-elle réelle, c'est savoir si, pour connaître la réalité, est-ce qu'il faut que je connaisse de mieux en mieux l'objet que j'ai à connaître, ou est-ce qu'il faut que je change la relation que j'ai avec la réalité, la grille de lecture que j'en ai. Voilà, donc ça me permet de faire un petit lien. Et donc voilà, le bouquin est constitué de quelques principes, de postures, d'outils très concrets de communication et qui permettent effectivement de créer une réalité relationnelle la plus efficiente possible. Voilà, je vais passer maintenant au sujet de ce soir. Bien sûr, je serai ouvert à toutes les questions à la fin. Alors, comment je vais organiser mon propos? Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, j'espère être dans le timing. D'abord, je vais me demander peut-être si cette question est réelle. Ensuite, je voudrais parler de la réalité physique. Je suis assez passionné par les sciences, en amateur, mais me demander si la réalité physique est-elle impossible ou impensable. Alors, soit elle est impossible, parce que finalement, les lois physiques nous disent des drôles de trucs qui nous paraissent complètement impossibles, qui ne peuvent pas être réels, soit elle est impensable. C'est-à-dire que non, la loi physique a raison, mais c'est nous qui ne pouvons pas penser la réalité des objets physiques. En deuxième partie, je parlerai de la réalité sensible. La réalité sensible est-elle imperceptible ou inévitable? Soit elle est imperceptible parce qu'on ne peut pas percevoir vraiment à travers nos sens, soit elle est inévitable finalement, on ne peut pas tout ressentir, et puis c'est peut-être pas plus mal. C'est étudié pour, comme dit le sketch. Puis enfin, je parlerai de la réalité psychique, donc je vais vers le plus subjectif. La réalité psychique est-elle inaccessible ou indispensable? Soit elle est inaccessible parce qu'on ne peut pas connaître la réalité de cette complexité de la relation, soit elle est indispensable, tant mieux, parce que c'est comme ça qu'elle est accessible et malléable. Bon, j'espère que ça s'éclairera. Et je ferai quand même un petit lien avec la thérapie, parce que c'est mon job. Et je me demanderai à la fin si la thérapie est-elle réelle. Alors, cette question est-elle réelle ou insensée? Voire sous un certain angle, pourrait-on dire, complètement idiote. Pardon, Nathalie. Finalement, la réalité, elle a pour caractéristique d'être réelle. Je veux dire, la gentillesse est-elle gentille? Voilà. Alors, que veut dire cette question? Et c'est intéressant parce que je me suis amusé justement à la poser un peu autour de moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, la réalité est-elle réelle? Qu'est-ce que tu entends par là? Donc il y a 1 million d'angles pour l'aborder, hein, ça fait un peu question du bac philo. Ce qui revient le plus souvent quand même dans la tête des gens quand on leur dit la réalité est-elle réelle, c'est la façon que j'ai de percevoir la réalité, de pouvoir la décrire, correspond-elle à quelque chose de réel? C'est-à-dire en gros, est-ce qu'il existe quelque chose en dehors de l'esprit, d'accord, ou est-ce que les connaissances ne sont que le reflet de celui qui les énonce, d'accord? Ou, pour le dire en termes plus pédagogiques, comment savons-nous ce que nous savons, d'accord? Et on est dans un rééquilibrage permanent entre la connaissance du monde ou la connaissance de la relation entre moi et le monde. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que la réalité est ontologique, connaître les choses dans leur essence, ou est-ce qu'elle est relationnelle? Alors, vous allez voir qu'en physique, c'est la première partie, c'est particulièrement flagrant. À chaque fois qu'on se pose une question, quand il y a une contradiction entre ce que l'on perçoit, ou ce qu'on peut décrire, et les éléments du réel qui viennent fragiliser en quelque sorte ce discours, eh bien on a le choix. Et on se déplace sans cesse entre mieux connaître l'objet ou changer la relation qu'on a avec ces objets. Bon, je vais être plus concret dans la suite de la conférence parce que moi j'aime beaucoup les exemples et les anecdotes. Donc je vais raconter quelques anecdotes. Alors, sur la réalité physique, je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux d'un type que j'admire énormément qui s'appelle Étienne Klein. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Klein. C'est un physicien qui travaille au commissariat de l'énergie atomique et au CERN, qui est un des concepteurs du LHC, le gros accélérateur de particules qui est à la frontière suisse, d'accord, et qui est un excellent vulgarisateur, excellent,
Il y a des dizaines de ses conférences qui sont accessibles sur YouTube. Il a écrit aussi des livres dont la plupart sont en livre de poche, donc qui sont très accessibles aussi. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Étienne Klein, c'est sa façon de penser que la vulgarisation scientifique, c'est une question d'éthique, de rendre la physique accessible et pas au monde de ceux qui comprennent les équations compliquées. Donc j'aime beaucoup ce positionnement-là, et l'essentiel de ce que je vais dire dans ma première partie s'appuie vraiment sur les travaux d'Étienne Klein, dont je suis assez fan. Donc j'ai mis cette photo-là parce que je pense que c'est là qu'il est à son meilleur, c'est en pleine conférence, quoi. Je trouve que ça lui va très bien. Et Étienne Klein donne un exemple en s'appuyant sur un historien des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré. Et Alexandre Coiré parle de l'histoire des sciences en faisant commencer la physique moderne par Galilée. Et il dit que le grand pari de la physique moderne, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. D'expliquer le réel par l'impossible. C'est à ce moment-là que commence la physique moderne. Alors, le premier exemple qu'il donne, c'est une notion physique qui est assez connue, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est celle de la chute des corps. Quand on lâche un objet et qu'il chute. Il y a une grosse controverse, à quelques siècles d'intervalle, entre Aristote et Galilée. Pour Aristote, à l'époque, il énonce un principe qui est que si on lâche un objet, les objets les plus lourds tombent plus vite que les objets les plus légers. Ce qui est ce qu'on constate dans le quotidien. Si je lâche une plume, une feuille de papier, et si je lâche à côté une boule de pétanque, eh bien, la boule de pétanque va arriver au sol avant. Et Aristote dit que c'est la nature des objets les plus lourds, les plus massifs, d'arriver plus vite au sol parce qu'ils appartiennent, ils sont composés essentiellement de terre, à l'époque il y a 4 éléments, et donc ils retournent vers le centre de la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plume met du temps à descendre, c'est parce qu'elle hésite, parce qu'il y a aussi de l'air dans la plume. Aristote, mesdames, messieurs. Et Galilée n'est pas d'accord. Des siècles après, c'est très dur de remettre en cause Aristote, hein. Alors, il n'est pas le premier, il s'appuie sur les travaux d'un Italien génial qui s'appelle Giordano Bruno, mais il y va doucement, Galilée, parce que Giordano Bruno a été brûlé sur le bûcher pour avoir inventé le concept d'infini, hein, et pour un tas d'autres trucs. Donc Galilée reprend les travaux de Bruno, mais il y va très très prudemment. Mais en tout cas, il dit, c'est pas possible cette affaire. Que les objets les plus légers tombent après les objets les plus lourds, c'est pas possible. Et pour démontrer ça, alors que fait-il? Donc contrairement à la légende, il ne monte pas sur la tour de Pise lâcher des objets, c'est une légende urbaine. Il fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors c'est quoi une expérience de pensée? Pour ceux qui font de la thérapie, c'est comme les hypothèses en systémie. Une hypothèse, c'est supposons que ceci soit vrai, et comportons-nous comme si ceci était vrai, et voyons où ça nous mène. Donc il dit supposons que le principe d'Aristote soit vrai. Supposons un objet léger et un objet plus lourd. Donc d'après Aristote, l'objet le plus léger est soumis à une force plus faible que l'objet le plus lourd. Mais supposons maintenant que j'attache ces deux objets. Il n'en forme plus qu'un, qui est soumis donc à une force plus importante que le plus lourd des deux. Ça va? Mais en même temps, ça reste deux objets séparés. Le plus léger va tomber moins vite et va retenir l'autre dans sa chute. C'est le principe du parachute. Et donc ils sont soumis à une force moins grande que celle de l'objet le plus lourd. Donc il dit la théorie d'Aristote est auto-contradictoire. Donc elle ne peut qu'être fausse. Donc c'est faux qu'il a lâché des objets, puisque s'il avait lâché des objets du haut d'une tour, il n'aurait fait que démontrer ce que disaient les aristotéliciens. Et donc il arrive à cette loi invraisemblable, impossible, mais qui explique le réel, c'est qu'Aristote avait tort, tous les objets tombent à la même vitesse. Quelle que soit leur masse, tous les objets tombent à la même vitesse. Mais plusieurs forces s'appliquent sur eux, dont la résistance de l'air. Et c'est la résistance de l'air qui fait que certains objets sont retenus. Mais s'il n'y avait pas les frottements de l'air, hein, je ne sais pas si vous imaginez, à l'époque on ne pouvait pas expérimenter le phénomène, il fallait une puissance d'abstraction considérable pour imaginer que les objets étaient attirés par une force mystérieuse exercée par la planète. On a du mal à se dire, hein, parce qu'on est tellement habitué au concept de masse, on a du mal à se dire que si cet objet résiste à être soulevé, c'est parce qu'il y a une force qui le tire en bas. Mais que si je lâchais cet objet-là ou la tour Eiffel, ils arriveraient au sol en même temps. Alors on a pu montrer après par l'expérience que Galilée disait vrai,
Et une des plus belles, je ne sais pas si c'est démonstration, mais au moins monstration de ça, c'est cette vidéo que je voudrais vous montrer. Jim, we copied both solar wind and penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, you have a good picture there. I've got Beautiful picture, Dave. well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Magnifique. Moi, franchement, moi ça m'émeut ce truc-là. Ça me... Mais bon, je sais pas, je suis peut-être un peu fou, mais moi ça m'émeut beaucoup de voir ça. Je trouve ça incroyable. On a beau le savoir. Et donc cette loi de la gravitation, elle va être un petit peu plus tard. Donc là, vous voyez là, cette dialectique dont je vous parlais. On change la façon de lire le réel, cette fois-ci. Un peu plus tard, il y a un grand monsieur, peut-être un des plus grands physiciens que la Terre ait porté, Isaac Newton, qui met cette force de Galilée, reprend les travaux de Galilée, il la met en équation, cette équation que beaucoup d'entre vous ont appris, disant que la gravité, la force qui attire deux objets massifs, est égale à la constante de la gravité, multipliée par la masse des deux, divisée par le carré de leur distance. Bien sûr, vous savez comment il a découvert ça, c'est bien connu, il s'est pris une pomme sur la tête. Légende urbaine aussi, mais ma foi intéressante, surtout pour les hypnothérapeutes, puisque c'est comme par hasard dans un moment de flottement et de repos qu'une idée le frappe. Voilà. Donc, je raconte toujours cette histoire en première session d'hypnose, parce que je l'aime bien. Et ça a beaucoup servi la loi de Newton, hein. Beaucoup servi. Effectivement, David Scott n'a pas tort, ils sont sur la Lune aussi grâce à Galilée et à Newton qui a précisé les lois. Ces lois, elles servent à calculer la plupart des effets mécaniques, le trajet des voitures, des avions, et puis le mouvement des planètes. Le mouvement des planètes est calculable grâce aux lois de Newton. D'accord ? Mais alors un jour, il y a un problème. Alors voilà une planète, elle a été photographiée bien après le problème. Alors c'est dommage, on la voit mal, elle est très belle, c'est Uranus. Si vous allez sur internet et que vous tapez des photos des différentes planètes, vous allez voir qu'il y en a qui sont absolument magnifiques et qui ont pu être photographiées en vraie couleur par des sondes qui sont passées pas loin. Donc voilà Uranus tel qu'elle était vue en 1986, mais je vais remonter dans le temps, on est en 1846. En 1846, on s'aperçoit qu'il y a un problème sur l'orbite d'Uranus. C'est-à-dire que ce qu'on observe à la lunette et ce qu'on calcule avec les lois de Newton est légèrement différent. Il y a un problème, il y a une anomalie dans l'orbite d'Uranus. Et il y a un brillant astrophysicien, enfin on ne disait pas encore comme ça à l'époque, qui s'appelle Monsieur Leverrier, qui fait des calculs. Alors aujourd'hui on fait des calculs avec des ordinateurs, à l'époque c'est à la main. Il fait donc c'était des génies les mecs qui faisaient des calculs à l'époque comme ça, il fait des calculs très compliqués et il se dit la différence vient probablement du fait qu'il doit y avoir une autre planète qui par sa masse attire légèrement Uranus et dévie sa trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il fait des calculs et il dit cette planète, elle doit avoir telle masse et elle doit se trouver à tel endroit. Il publie ça le 31 août 1846 et le 23 septembre, par une belle nuit, M. Gallet, qui est un astronome allemand, pointe sa lunette télescopique exactement à l'endroit où a dit Leverrier et qu'est-ce qu'il trouve ? Neptune. Et voici Neptune photographié par Voyager 2, donc par la même 3 ans plus tard. Il faut 3 ans pour aller entre les deux. Alors, c'est pas rien. Neptune est le premier objet physique de l'histoire
dont l'existence a été prédite par les lois avant d'être découvert. C'est le premier, il y en a eu d'autres après, mais c'est le premier. Donc c'est un événement pour la science. J'ai ramené cette phrase de François Arago à l'époque, j'aime beaucoup cette phrase. Monsieur Leverrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel, il l'a vu au bout de sa plume. Eh oui, la science, la poésie parfois. Alors quelques temps plus tard, on s'aperçoit qu'il y a un problème avec une autre planète. Voici la planète Mercure, cette fois-ci la plus proche du Soleil. Et on s'aperçoit qu'il y a un problème avec Mercure. Alors vous savez, la plupart des planètes ont une orbite qu'on appelle elliptique, hein. C'est pas un cercle, c'est une ellipse. Et donc il y a un moment où elles sont au plus loin du Soleil, ça s'appelle l'apélie, et le moment où elles sont le plus proche du Soleil, c'est le périhélie. Et il y a une anomalie dans le périhélie de Mercure. C'est-à-dire que le périhélie de Mercure se décale. Alors il se décale de peu. Il se décale de 43 secondes d'arc par siècle. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, c'est très très peu. C'est l'angle qu'il vous faut pour observer un cheveu à 1 mètre de distance. Par siècle. Donc entre les observations et les calculs avec les lois de Newton, il y a une différence de 43 secondes d'arc par siècle. Qu'est-ce que se dit Monsieur Leverrier? On recommence. Il fait des calculs. Il y a une masse qui doit dévier, il y a sûrement une autre planète. Cette planète, on lui donne un nom, on l'appelle Vulcain. On pointe les télescopes et qu'est-ce qu'on voit? Rien. Il n'y a pas de planète Vulcain. Alors on fait des hypothèses. Cette planète, elle a été cherchée pendant des décennies. On a fait des hypothèses farfelues, que c'était un gaz diffus qui, par sa masse, attirait la... Bon. Alors il y a une partie des physiciens qui se dit, 43 secondes d'arc par siècle, c'est rien. Quand même, on va pas chipoter. Et on peut pas remettre en cause les lois de Newton quand même. Elles nous ont permis tellement de choses. Pas possible. Il y a un type, un original. J'aime bien cette photo, donc c'est Albert Einstein, hein, vous l'aurez reconnu, mais là il est jeune. On voit tout le temps la photo où il tire la langue, mais j'aime bien celle-là, c'est quand il est jeune qu'il travaillait à l'office des brevets, c'est là-bas qu'il a fait la plupart de ses découvertes. Et monsieur Albert Einstein fait une nouvelle théorie de la gravitation, et il ose dire, lui il avait lu Galilée, en fait, je pense. On peut remettre en cause la grille de lecture. Et il fait une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle, comme vous le savez, la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation. Il calcule la différence entre le périhélie de Mercure d'après les lois de Newton et d'après sa formule, et après moult de pérégrinations que je vous épargne, mais il tombe sur 43 secondes d'arc par siècle. Très exactement. Il écrira à son ami Ehrenfest, pendant quelques jours je fus en proie à une joyeuse agitation. La vérité, c'est qu'il a fait des palpitations cardiaques très importantes, il a failli y passer. Mais on peut comprendre, enfin, c'est un truc énorme. On tombe sur le chiffre, bon, il a mis du temps. Donc, regardez bien, l'exemple des planètes en fait dit à peu près tout ce que je voulais dire, même si je vais dire d'autres choses après, je suis très bavard. Mais dans le cas d'Uranus, on fait un changement ontologique, on trouve un nouvel objet. On ne change pas notre grille de lecture. Dans le deuxième cas, on ne trouve pas de nouvel objet, on change notre façon d'observer les choses. Et c'est ça pour moi le questionnement de la réalité est-elle réelle, c'est qu'on se déplace entre ces deux pôles. La réalité de ce qu'on doit connaître, ou la façon qu'on a de lire la réalité. Alors bon, grâce à Einstein, on le sait, mieux qu'avant encore, on le savait déjà, tous les référentiels se valent. Hein. Voilà le mouvement, alors on ne voit pas très bien, le mouvement des planètes autour du Soleil tel qu'on se le représente. Mais en réalité, vous savez que notre Soleil se déplace aussi dans la galaxie, il tourne, et qu'en vérité, dans une autre façon de voir les choses tout aussi juste, on pourrait voir ça. Et oui, c'est ça qui se passe en fait. On se sent immobile, mais depuis tout à l'heure, on se déplace à 1500 mètres par seconde parce que la Terre tourne. Et on se déplace encore plus vite du fait que le Soleil se déplace et nous emmène avec lui. Un peu comme ça. Ou pas, ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire que si vous vous placez de la Terre, il est totalement vrai que le Soleil tourne autour de la Terre. Depuis le référentiel terrestre, c'est vrai. D'accord ? Bon, bref. Une autre révolution qui va faire beaucoup réfléchir dans ce sens-là, doit-on changer notre grille de lecture ou doit-on découvrir de nouveaux objets ? Bien sûr, c'est la révolution de la physique quantique. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous expliquer ce qu'est la physique quantique, parce que je risquerais de dire des bêtises. Et je voudrais vous dire 2-3 choses que j'ai compris là-dessus,
et qui vont nous remettre dans la même dialectique, vous allez voir. D'accord ? Donc, la mécanique quantique est non seulement une évolution conceptuelle, c'est-à-dire que les objets quantiques sont dans des espaces qui n'ont rien à voir avec notre espace à 3 dimensions. Dans le meilleur des cas, il y a 10 dimensions, voire dans certains modèles 57. D'accord ? Donc ils s'émancipent vraiment du réel empirique. Et puis c'est une révolution ontologique aussi, puisque la physique quantique dit que les objets réels, les objets classiques n'existent pas. Nous, par exemple. Que les objets quantiques existent, que ce sont d'autres sortes d'objets qui ont d'autres propriétés, qui ne sont jamais superposables aux objets classiques. C'est une révolution dans notre façon de penser la composition des objets. Alors souvent on a l'habitude de dire on ne comprend rien à la physique quantique. Oui et non, on ne comprend pas tellement rien. Je parle pas de moi, hein. Je parle des physiciens. C'est pas vrai qu'ils comprennent tellement rien. Grâce à la physique quantique, on a pu construire des lasers, des transistors, donc des ordinateurs. Ça n'existerait pas si on ne raisonnait pas les particules comme étant quantiques. Je veux dire, c'est... D'accord ? Donc, la physique quantique, j'aurais quand même le dire, hein, avant qu'on sorte les principes d'incertitude et autres machins, la physique quantique a eu des succès considérables. Et elle n'a jamais été mise en défaut par les expériences. Donc, la physique quantique, c'est quand même compliqué. C'est des concepts inhabituels, c'est des mathématiques compliquées. Et alors, notamment, il y a un principe qui est très central, je parlerai quasiment que de celui-là, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Le principe de superposition, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, en gros, c'est qu'une particule, supposons une particule, un électron, un proton, un quark, d'accord ? Les particules, parmi elles, il y a certaines propriétés qui ne changent jamais. Par exemple, un électron a toujours la même masse. Tous les électrons ont tous la même masse. Tous les électrons ont la même charge électrique. Ça, c'est des propriétés qui ne changent jamais. Mais ils ont aussi des propriétés qui changent. Donc la direction du spin, leur énergie, leur position, etc. Ces propriétés qui changent, c'est ce qu'on appelle l'état de la particule. L'état, d'accord ? Et pour comprendre la physique quantique, la seule chose à savoir... Ah, pardon, je vous laisse passer. Allez-y. Donc, en physique quantique, les propriétés qui ne changent pas et les propriétés qui changent. Les propriétés qui changent, c'est l'état de la particule. Et la seule règle qui s'impose, parce que vous savez que la physique quantique décrit les états des particules en termes de probabilité, d'onde de probabilité. La seule règle qui s'impose, c'est que si petit a est un état possible de la particule, et que petit b est un état possible de la particule, alors a plus b est un état possible de la particule. C'est la seule règle qui s'impose. Et d'après Étienne Klein, je le crois sur parole, hein, il a enseigné 30 ans la physique quantique à Centrale, hein, à partir de ce principe de superposition, on peut redémontrer toutes les lois de la mécanique quantique et retrouver toutes les équations. C'est la règle la plus importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mesure l'état de la particule, j'ai une chance sur deux de la trouver en A, et j'ai une chance sur deux de la trouver en B. Et donc, vous allez me dire, si je la trouve en B, c'est que juste avant, elle était en B. Et la physique quantique dit, non, elle était A plus B. Non, mais si je la mesure en B, c'est qu'elle y était. Non, elle était A. Mais ça veut dire quoi A plus B ? Là c'est A, là c'est B. C'est quoi A plus B ? C'est au milieu ? Non, c'est nulle part. Elle était nulle part. Elle n'avait pas cette propriété-là. Elle ne se comporte jamais comme une particule. Alors ça bouleverse tout. Parce que jusque-là, on pensait que la mesure, c'est une photo. Mesurer quelque chose, c'est prendre une photo, mesurer une vitesse, mesurer une position, c'est prendre une photo de la réalité. Là, on te dit non. La mesure ne te dit pas comment sont les objets, elle modifie l'état des objets. C'est-à-dire qu'en mesurant, vous forcez la particule à parler votre langue. Et Klein, il dit c'est une torture pour la particule. Alors, ça rend fou. Ça rend fou. Enfin, ça rend fou parce que vous ne le voyez pas dans la vraie réalité. Ça n'existe pas, la superposition dans la réalité. Ça n'existe pas. Vous ne voyez pas parce que tous les objets auxquels vous pouvez avoir accès, tous les objets que vous pouvez voir ne sont pas des objets quantiques. Aucun. Pas possible. Si vous pouvez l'observer, c'est pas quantique. Déjà.
Alors ça a rendu fou Einstein, enfin non, Einstein n'est pas devenu fou, ce qui est son plus grand mérite dans sa vie, et non des moindres. Mais Einstein dit c'est pas possible. La théorie est incomplète, on n'y comprend rien dès qu'on passe au niveau macroscopique. Alors vous connaissez l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. En fait, l'expérience de pensée à la base, c'est une expérience d'Einstein avec le baril de poudre. Mais je pense que les gens ont préféré le chat, c'est plus sympa un chat. Puis il y a le côté le chat qui meurt, ça a touché les gens. Einstein dit voilà, on met un baril de poudre, on met un atome qui va se désintégrer, qui va lâcher un électron parce qu'il est radioactif. Au bout d'une heure, il a une chance sur deux d'être désintégré. Donc la physique quantique dit qu'il est désintégré plus non désintégré. Et donc le baril de poudre est explosé et non explosé. On n'y comprend rien, ça n'a pas de sens. Bien sûr, ils l'exprimeront en termes mathématiques, ce qu'on appelait le paradoxe EPR. Et donc Schrödinger imagine avec un chat. L'atome est désintégré plus non désintégré. Cet atome, quand il lâche sa radioactivité, il agite un détecteur qui lâche une fiole de poison qui tue le chat. Donc le chat est mort et vivant. Ils n'ont pas dit ça pour dire qu'un chat pouvait être mort et vivant, contrairement à ce qu'on croit. Un chat ne peut pas être mort et vivant. Comme dit Stephen Hawking, quand j'entends le chat de Schrödinger, je sors mon revolver. On ne peut pas voir la superposition dans la vie macroscopique. Mais ils disent juste, il manque quelque chose. La théorie n'est pas complète. Alors vous savez que quelqu'un qui a beaucoup aidé à comprendre la théorie, c'est ce jeune homme-là. Là, il était jeune, après il a vieilli. C'est Niels Bohr. Vous avez peut-être entendu son nom. Et peut-être que certains connaissent l'histoire du baromètre de Bohr. Ceux qui ne la connaissent pas, il y en a apparemment, vu les visages. Je vais la raconter parce que je l'aime bien. Il n'est pas du tout sûr qu'elle soit vraie. Mais elle dit quelque chose sur le personnage, pour le coup. Bohr est étudiant, il est à la fac, il a 22 ans. Et il a un jour un examen qui lui est rendu. Et il se tape un 0 sur 20. Et il va voir le prof à la fin, lui disant qu'il n'est pas d'accord parce que lui, il mérite 20 sur 20. Vous imaginez le prof lui dit non, ça mérite 0, alors la discussion s'engage, ils négocient, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, il décide de prendre un arbitre. L'arbitre, c'est Rutherford, notre immense physicien, qui accepte de les départager, qui les reçoit dans son bureau, et qui leur dit, bon, très bien, alors donc on est là pour vous départager, alors quel était le sujet ? Alors le prof dit, c'est simple, le sujet était, comment mesurez-vous la hauteur d'un immeuble avec un baromètre ? Il dit, oui, sujet intéressant, jeune homme, qu'avez-vous répondu ? Alors Bohr dit, moi j'ai donné 3 réponses. Première réponse, je monte en haut de l'immeuble, je lâche le baromètre, je chronomètre combien de temps il met pour tomber, avec le principe de Galilée, j'ai la hauteur de l'immeuble. Deuxième réponse, je prends les escaliers, je prends mon baromètre, je mets un trait à chaque hauteur de baromètre, et à la fin, je mesure la hauteur de l'immeuble. Troisième réponse, je pose le baromètre à côté de l'immeuble, je mesure l'ombre du baromètre, je mesure l'ombre de l'immeuble, et par une simple règle de proportionnalité, j'ai la hauteur de l'immeuble. Voilà, par le théorème de Thalès. Et Rutherford dit, mais vous en avez d'autres ? Ah oui, j'en ai d'autres. Et il lui sort 10 réponses, comme ça, dont la plus savoureuse est, je rentre dans l'immeuble, je vais voir le gardien, et je lui dis, si vous me donnez la hauteur de l'immeuble, je vous offre un baromètre. Et Rutherford finit par regarder Bohr en disant, mais jeune homme, est-ce que vous savez la réponse qu'on attendait de vous ? Il dit, oui. Vous vouliez que je mesure la pression, parce qu'un baromètre ça sert à mesurer la pression, et donc je mesure la pression en bas de l'immeuble, je mesure la pression en l'immeuble, et en faisant la différence avec la formule de la pression atmosphérique, j'ai la hauteur de l'immeuble. Mais vous, les profs, vous commencez à m'emmerder à me dire comment je dois penser. Non, tu peux applaudir Bohr, il se retournera peut-être dans sa tombe, vu que l'histoire est possiblement fausse. Mais il y a des histoires fausses qui sont tellement belles qu'on a très envie qu'elles soient vraies. Mais tout ça pour dire que c'est un original. C'est un type qui pense pas comme tout le monde. Et ils vont jamais être d'accord, bien qu'ils soient restés tout le temps très cordiaux entre eux, mais vraiment, selon Bohr, les objets quantiques ne possèdent pas d'attributs propres. Ils constituent des entités inséparables de leurs conditions d'observation. Et le débat entre Einstein et Bohr, c'est que Einstein lui dit, en gros, la théorie est incomplète, puisqu'elle ne permet pas de décrire la réalité avec une probabilité égale à 1, donc il manque quelque chose. Et Bohr lui rétorque en quelque sorte, non, ma théorie est complète, parce qu'elle est prédictivement complète, elle ne se trompe jamais. C'est toi, Einstein, qui attribue aux particules quantiques des propriétés qu'elles n'ont pas. Elles n'ont pas ces propriétés. Et donc c'est un débat qui les poursuivra toute leur vie. Toute leur vie. Et donc on est encore là-dedans.
D'accord ? La physique ne sert plus à décrire le réel, mais à mesurer nos relations avec le réel. Alors, effectivement, il y a eu une expérience en 1981 qui a donné plutôt raison à Bohr, la non-séparabilité quantique. C'est très compliqué, mais la théorie semble bel et bien complète. D'accord ? Finalement, si on suit Bohr, l'intelligence est plus importante que le bon sens. Et ça, c'est quand même terrible. Hein ? Parce que comme dit Klein, le sens commun ne cesse de nous faire dire que la Terre est plate. Alors, dernier point sur la physique, parce que sinon je vais y passer la nuit. Dans les années 60, on arrive à l'idée... on arrive à mieux décrire et à mieux formaliser mathématiquement ces théories. Et on arrive notamment à mettre dans un seul modèle mathématique 3 forces. Vous savez que tout le monde physique est régi par 4 forces. D'accord ? Il y a la force de gravitation, qu'on voit. Et puis 3 forces qui régissent ce qui se passe dans les particules. Il y a la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Et à l'époque, on fait des théories qu'on appelle des théories de jauge, c'est des théories mathématiques qui permettent de décrire en un seul modèle mathématique toutes les interactions entre les particules, donc les 3 forces dont je viens de vous parler. C'est un modèle superbe qui fonctionne très bien, auquel évidemment je ne comprendrai rien du tout, même si j'essaie de m'y pencher, mais ça marche bien, ça explique tout. Et donc, on dit finalement, les particules interagissent les unes avec les autres dans un champ, et elles interagissent en échangeant une 3e particule. C'est ça le principe, c'est ça qu'on appelle quantique. Quantique, c'est qu'on donne une quantité d'énergie. Toutes les interactions sont matérialisées par des quantités, donc des particules, d'énergie. Donc, quand c'est la force nucléaire forte, elles échangent entre elles un gluon. Quand c'est la force nucléaire faible, elles échangent un boson. Quand c'est la force électromagnétique, elles échangent un photon. Le problème qu'on a, c'est que si on pousse les équations jusqu'au bout, on arrive à l'idée que cette particule qui est échangée entre les deux doit forcément avoir une masse nulle. D'accord ? Et par effet de contagion, toutes les particules élémentaires doivent avoir une masse nulle. Alors pour certaines particules, c'est vrai. Un photon, par exemple, n'a pas de masse. Il a une masse nulle. Mais il y en a qui ont une masse, on le sait. L'électron a une masse, le quark a une masse, le neutrino a une masse. Alors quoi ? Même débat. Il y en a qui n'ont pas lu Galilée et qui disent la théorie ne va pas. On a des faits qui la contredisent. Et il y a 3 mecs, juste 3, Englert, Brute et Higgs, qui disent non, la théorie a raison, c'est nous qui n'avons pas compris ce que c'était que la masse. Oui, les particules élémentaires n'ont pas de masse. C'est bizarre ça, hein ? Vous avez tous l'impression, j'ai l'impression, tout le monde a l'impression que la masse est liée à la notion de matière. Matière sans masse, ça veut dire quoi ? Rien. Une masse sans matière, ça veut dire quoi ? Il dit non, mais la masse n'est pas une propriété des particules, c'est une propriété qu'elles acquièrent. Les particules élémentaires n'ont pas de masse, et quand elles interagissent avec le vide, qui donc n'est pas vide, elles acquièrent une masse. Donc le vide n'est pas vide, il contient un champ qui interagit avec les particules, plus ou moins, et quand il interagit, c'est comme il les freine en quelque sorte, et elles acquièrent ce que nous on interprète comme étant une masse. C'est un truc de fou. Hein. Et donc elles interagissent dans un champ, qu'on appelle le champ de Higgs, et comme tous les échanges entre particules sont médiatisés par une particule, il y a une particule qu'ils échangent et qui s'appelle le boson de Higgs. Et il a fallu 48 ans de recherche pour qu'en 2012, au CERN, là où bosse justement Étienne Klein, on démontre l'existence du boson de Higgs. Et en 2013, Peter Higgs, qui avait plus de 80 ans, qui attendait ça quand même depuis très longtemps, s'est vu décerner à très juste titre le prix Nobel de physique pour avoir complètement révolutionné ce qu'on pensait de la masse. Encore une fois, c'est toujours le même débat. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire la transition avec ma partie suivante, je dirais que, alors c'est un truc qu'on dit souvent, il y a une incompatibilité entre la mécanique quantique, celle qui décrit les objets infiniment petits, et la mécanique relativiste,
qui décrit les objets infiniment grands. On n'arrive pas à accorder les équations, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent une théorie, très pompeusement on appelle des théories du tout, qui essayent de réconcilier les deux. Et notamment, une des incompatibilités, c'est la façon de voir le temps. En physique quantique, le temps, c'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire que tout se construit dans le présent. Il n'y a qu'un présent qui avance petit à petit, perpétuellement. Tout se construit perpétuellement dans le présent. Alors que la relativité impose qu'il y ait ce qu'on appelle un univers bloc. Le passé, le présent, le futur existent de tout temps. C'est nous qui nous déplaçons à l'intérieur. Mais ils existent déjà dans le futur et dans le passé. Ça, c'est une grosse incompatibilité. Alors j'aime bien cette phrase de Klein, même si ce qu'on y met derrière va varier selon les physiciens. Il dit « Ne faudrait-il pas bricoler d'urgence une habile synthèse entre le présentéisme et l'univers bloc, les mélanger astucieusement pour donner corps à l'idée que le futur existe déjà, que c'est une authentique réalité, mais que cette réalité n'est pas complètement configurée, pas intégralement définie. Il y a encore de la place pour du jeu, des espaces pour la volonté, le désir, l'invention. » Mais c'est pas facile à monter, je pense, mathématiquement. Alors il y a une idée qui traîne, qui est celle de la rétrocausalité. Le futur agit sur nous. D'accord ? Donc la cause n'est pas que dans le passé, elle est aussi dans le futur, et puis nous y allons. Il y a même un physicien qui, je cite ses propres termes, indique qu'il est un peu allumé, qui s'appelle Philippe Guillemont, qui parle de double causalité. Par notre conscience, nous agissons sur le futur, et le futur vient rétroagir sur nous. Alors, c'est très intéressant, c'est difficile à démontrer en l'état, et puis ça oblige à parler pas que de physique, mais de métaphysique, et du coup ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Donc si la conscience devient une affaire de physique, il s'agira d'être attentif, puisqu'il ne faut pas confondre la conscience, être conscient d'eux, et puis avoir une conscience. Parce que rapidement, si on agit sur le futur qui rétroagit sur nous, alors on peut très 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 vite rentrer dans des trucs, il y a eu des dérives de la mécanique quantique, très New Age, etc. Et donc, c'est un petit peu délicat, mais bon, ça peut être très séduisant cette rétrocausalité. Enfin, on n'en sait fichtre rien. Je vais passer à la question suivante, qui est celle de la réalité sensible, celle qu'on perçoit. Alors j'aime bien cette phrase de Wittgenstein. C'est un coup du sort, c'est pareil, les deux petites diapos qui arrivent aussi, la transition, je la tiens aussi d'une conférence de Klein qui est passionnante, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un objet ?» Si jamais ça vous intéresse, c'est une conférence très passionnante dont j'ai tiré certaines choses que j'ai dit aujourd'hui. Donc c'est un coup du sort étrange. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. D'accord ? Donc, quel rôle joue notre cerveau dans notre rapport au monde ? Est-ce qu'on reconstruit le réel ? D'accord ? Connaître quelque chose implique qu'il y a le sujet et ce qu'il doit connaître. Et entre le sujet et ce qu'il doit connaître, il y a des structures opératoires qui médiatisent la relation. D'accord ? Donc, pour les physiciens, c'est les équations. Pour les psychologues, ça va être, je ne sais pas, les topiques, pour le psychiatre, ça va être les critères diagnostiques. On a des structures opératoires entre le sujet et ce qu'il doit connaître. D'accord ? Parce que c'est une vraie question. Hein. Comment connaître ce que je connais, puisque c'est hors de moi ? Oui, c'est pas moi. Et en plus, mes sens me trompent, comme on va le voir. D'accord ? Alors, d'où vient la connaissance ? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur du sujet, c'est les objets qui agissent sur moi, ou est-ce que c'est moi qui agis sur les sujets ? Et Galilée, il dit, la nature s'exprime sous la forme de mathématiques, il y a des équations dans la nature. Alors est-ce que la nature a des équations et nous les percevons ? Ou est-ce que c'est nous qui parlons en termes d'équations et nous imposons à la nature de parler notre langage ? Je ne sais pas. Il y a des gros débats. Il y a un bouquin entre Changeux, le neuroscientifique, et Alain Cohn, le mathématicien, où ils ont une espèce de discussion comme ça, puisque Changeux a l'idée que les théories scientifiques sont le reflet du cerveau qui les énonce, que nous reproduisons les schémas cognitifs sur les théories. Et donc en fait c'est très intéressant, ça veut dire que les théories, au lieu de nous apprendre quelque chose sur le monde, elles nous apprennent quelque chose sur le cerveau qui les émet. Donc si vous apprenez la relativité, vous apprenez quelque chose sur Einstein en fait, pas sur la gravitation. Alors le mathématicien pourfend violemment cette théorie. D'ailleurs Einstein n'était pas d'accord, il pensait que les concepts étaient librement inventés. C'est une discussion, j'ai pas de réponse. Et bien malin celui qui en a une définitive.
D'accord ? Est-ce que nos idées sont homomorphes au sujet qui les émet ? Toujours est-il, voyons-nous ce que nous voyons. Par exemple, si vous regardez cette petite animation, au gré de votre volonté, vous pouvez faire aller le train dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez choisir. Il peut aller dans un sens, puis il peut aller dans l'autre. C'est comme vous voulez. Mais c'est à votre choix. Hein. Puis en plus, c'est un GIF, ça se répète autant de fois qu'on veut. Donc je vais prendre l'exemple de la vision pas mal, parce qu'il est plus visuel. En fait, on a une fausse idée de la vision. On a l'impression que la vision, c'est un appareil photo. Mais c'est pas vrai du tout. La seule partie de notre vision qui est un appareil photo, c'est la rétine. Il y a 130 millions de récepteurs sensoriels. Donc notre rétine est un appareil photo de 130 mégapixels. Mais c'est la seule partie. Une fois, il y a eu une conférence avec un neurologue, et je crois que c'est Michel Simès qui présentait, et qui dit, comme ça, en rigolant, mais Elie, je comprends pas. L'œil est là, le cortex visuel est ici. Mais pourquoi tout ce chemin ? Bah moi, si j'avais été le fabricant, j'aurais mis plus près quand même, pour que ça aille plus vite. Et le neurologue, il a dit, écoutez, j'en sais rien, mais c'est peut-être bien quand ici et là, ça fait beaucoup de choses. La vision, elle fait beaucoup de choses avant d'arriver au cortex occipital. Quasiment un tiers du cortex est consacré à la vision. C'est-à-dire que quand vous voyez, là, quand vous regardez cette conférence, il y a des milliards de neurones et des milliers de milliards de synapses qui travaillent. Ce qui peut paraître très surprenant. Donc ça travaille beaucoup dans le cerveau. Ça reconstruit la réalité. Le diamètre du cercle orange ne varie pas. C'est embêtant. C'est gênant un peu, hein. C'est gênant, vous pouvez, même que vous le savez, c'est difficile. La partie A et la partie B ont exactement la même teinte de gris. C'est gênant, mais en fait, si je fais ça, c'est-à-dire si j'enlève les contours, voilà, vous êtes en train de voir votre cerveau, voilà, le gris, et voilà votre cerveau qui reconstruit. Le gris, le cerveau qui reconstruit. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. La barre au milieu est d'une seule teinte de gris. Promis juré, hein. Et pourtant, ça recommence. Vous le savez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Le A et le B sont de la même teinte de gris. Parce que votre cerveau analyse le fait que ce cylindre projette une ombre. Et que donc la même teinte de gris sous une ombre représente forcément une case plus claire. Donc, en fait, c'est la même. Merci, mademoiselle. Vous connaissez ce truc-là, d'ailleurs c'est marrant, ça sort pas de la même couleur sur le vidéo que la vraie image, sinon je vous conseille de taper The Dress, la robe. Et c'était il y a pile un an, donc c'est pour ça que je l'ai remis. Il y en a peut-être qui se rappellent, ceux qui fréquentent les réseaux sociaux. Personne ne voit la robe de la même couleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui la voient en gros blanche et dorée, il y a des gens qui la voient bleue et marron, et il y a des gens qui la voient franchement bleu et noir. Là j'ai mis avec le noir autour, mais bon là il y a la lumière rouge qui diffuse en dessous, donc ça déforme un peu. Ça a fait un vrai buzz, parce que personne ne voyait la même chose. Il y avait des camps, il y avait les blancs et dorés contre les bleus et noirs. On a fini par comprendre, parce qu'ils ont interrogé, du coup c'était l'occasion de s'instruire, hein, que selon comment on éclaire la chose, ça changeait, ça pouvait nous donner une petite idée de ce que vous voyez. Les autres là on ne voit pas bien, mais en gros moi je la voyais plutôt comme ça. Bref. En vrai elle est bleue et noire. Et les mecs, ils en ont vendu des tonnes après. Ils l'ont republié en mettant The Dress avec le hashtag. En fait, qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'il y a ce qu'on appelle des effets d'amorce. Vous avez peut-être déjà vu des robes comme ça. Et donc, il y a un effet d'amorçage. Votre cerveau se prépare. Il y a aussi le fait de la façon dont votre cerveau considère l'éclairage. Selon que votre cerveau estime que l'éclairage alentour est très fort ou pas très fort, il va vous faire voir la robe d'une couleur différente. Sur la photo, parce que ce que disaient les types aussi, c'est que si on voyait la robe en vrai, on serait tous d'accord. Vous pouvez jouer, vous cherchez la photo de la fameuse robe, vous allez la trouver très facilement, et demander à tous vos collègues, et vous allez voir, tout le monde ne la voit pas pareil. Et c'est pour moi qui la voyais plutôt blanc bleuté et doré, les gens qui la voient bleu et noir, pour moi c'est franchement choquant. C'est pas possible, d'accord, qu'elle soit blanc, non, bleu franchement, et noir, c'est pas noir, pas possible, c'est pas du noir. Mon fils de 4 ans, il la voit bleu et noir. T'es sûr ? Je dis à ma famille, ne connaît pas les couleurs. C'est pas possible. Et pourtant, si. D'accord ?
Je vais faire un petit peu le sens de l'ouïe aussi. Vous allez entendre ici ce qu'on appelle une gamme de Shepard. C'est une illusion auditive dans laquelle une gamme a l'air de monter tout le temps. Ce qui est évidemment impossible, parce qu'il y a une limite. Et vous, ce que vous allez entendre, c'est une gamme qui monte sans s'arrêter de monter. Vous dites ça va s'arrêter là. Non, non, ça va continuer. Ça devient presque stressant. Elle dit c'est pas possible. Ah là c'est peut-être la fin. Donc c'est infini. Celle-ci dure 5 minutes chrono, je vais vous épargner ça. Je vais vous présenter un autre effet, très intéressant. Ouais, ça, la gamme de Shepard, alors ça c'est vraiment hallucinant. Hein. Et alors, regardez celui-ci. Pa, 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 pa. 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 Alors, maintenant que vous êtes au courant, vous croyez que ça marche plus? On réessaye. Pa, 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 pa. Putain, c'est agaçant. Pa, pa, pa. Et encore? Pa, pa, pa. Alors, lui, Rosenbaum, il étudie l'effet McGurk depuis 25 ans, et il dit ça marche encore sur lui. Le cerveau se fait avoir à tous les coups. Il va mettre la vision par-dessus, en priorité. On passe la même bande, mais au lieu de dire bas, on dit pas, et ça marche à tous les coups. Si vous passez la vidéo en fermant les yeux, vous allez entendre bas. C'est clairement bas. Bon, après vous connaissez les petites... Pourquoi les amoureux, au début de leur couple, s'embrassent vachement avec la langue? Hein? C'est une question qu'on peut se poser. Non, je veux pas dire la question genre pourquoi ma femme elle m'embrasse plus. J'ai pas dit ça. Pourquoi les amoureux très jeunes, ils échangent beaucoup de salive? Il semblerait qu'ils échangent par là beaucoup d'informations d'une façon qui nous échappe totalement, et notamment sur leur système immunitaire. Alors, ça rejoint, c'est moi qui fais le rapprochement entre les deux, mais je trouve intéressant. La fameuse étude sur les t-shirts, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est très facile, et c'est facile à reproduire. Donc on demande à des mecs de dormir, de passer une nuit avec un t-shirt. D'accord? Et ensuite on présente les différents t-shirts à des nanas, et on leur dit, sentez le t-shirt, et comme ça, instinctivement, dites avec qui vous auriez envie de passer la nuit. En mettant des notes. Ensuite, on leur fait une prise de sang, on dose leur système HLA, qui est le système immunitaire, et les gens préfèrent la personne qui a le système HLA le plus différent du leur. C'est-à-dire que la nature favorise absolument à notre insu le brassage génétique. C'est quand même très intéressant, parce que toutes les histoires de coups de foudre et de machin... Comment ça s'est passé? Comment on a ressenti ça? Comment des cellules prises dans la salive et qui passent dans notre système digestif, ça peut venir de là, ou d'autres choses, j'en sais rien. Comment des phéromones qu'on sent, ils ont essayé de faire l'étude aussi en faisant sentir des aisselles. Sentez l'aisselle du monsieur, ou de la dame, et dites ce que ça vous inspire. Ça marche. On sent des choses sans savoir qu'on les sent. Hein. Bien sûr, vous savez aussi que pour moi qui ai bossé en prison, c'était un truc que tous les médecins savaient. Ça marche aussi dans les couvents. Et certains m'ont dit, dans les familles, les femmes finissent par avoir leurs règles en même temps. Dans les prisons, dans une prison, toutes les prisonnières, celles qui restent longtemps, je parle, hein,
finissent par avoir leurs règles en même temps. Et dans les couvents, les bonnes sœurs ont leurs règles en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre, hein? Le nombre d'informations. Alors vous allez me dire, ah oui, cette image ne bouge pas. C'est une photo fixe. Pourtant elle bouge. Bref. Est-ce qu'on ne fait qu'ajouter des informations? Parce que dans tous les cas, vous pouvez dire, je mets plus d'infos, quoi. Je modifie la couleur, j'ajoute une idée que ça monte, et puis mon cerveau est habitué à ajouter des infos. Vous savez qu'on a tous une tache aveugle dans l'œil, par exemple. Notre rétine, il y a un point où il n'y a pas de perception. Pourtant, vous ne voyez pas deux trous dans votre champ visuel. On rajoute des infos pour compléter l'image en fonction du contexte. Sinon, vous verrez un trou. Si vous voyez vraiment un trou, consultez votre ophtalmo. C'est pas la tache aveugle. Et pourtant, ce serait très facile de montrer qu'on diminue beaucoup les informations. Et qu'en fait, le principal travail de notre conscience, c'est de diminuer le nombre d'informations. Par exemple, l'effet cocktail, hein, le fait que vous êtes dans un cocktail et que vous êtes bombardé d'informations auditives, mais vous arrivez à entendre votre interlocuteur. D'accord? Le Global Workspace, qui est vraiment la théorie de Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, là pareil sur cette partie-là, je vous conseille pour ceux que ça intéresse d'écouter les conférences en ligne de Stanislas Dehaene, hein, qui est un mec passionnant. D'accord? La conscience, quand les données arrivent à la conscience, ça nous permet de garder l'information, de réfléchir. Les autres données inconscientes s'évanouissent selon une exponentielle décroissante, ce qui fait dire à Lionel Nakache que l'inconscient est structuré comme une exponentielle décroissante. Les amateurs de Lacan apprécieront. L'intuition, par exemple. L'intuition, en fait, au niveau du cerveau, c'est une opération de réduction de probabilité. Mais on s'en rend pas compte. Stanislas Dehaene, il a démontré qu'on connaissait les règles de la grammaire avant de les connaître. Qu'on connaissait les règles de grammaire, celles qu'on apprend au collège, mais ça n'affleure pas notre conscience. Donc la conscience réduit des infos. C'est ce qui explique qu'on peut rester attentif. Je vais vous montrer une autre vidéo. Elle est très connue, ceux qui la connaissent, s'il vous plaît, ne dites rien. Ne donnez pas la réponse. D'accord? Elle est extrêmement connue. Donc ne dites pas la réponse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Alors, il y en a qui pensent 13, il y en a qui pensent 14, il y en a qui pensent 15, il y en a qui pensent 16. D'accord? Et normalement, parmi ceux qui la connaissent pas, donc la vraie réponse est 15. Parmi ceux qui la connaissent pas, il y en a qui étaient tellement occupés à regarder qu'ils n'ont même pas vu passer un singe. Ça marche chez la moitié des gens, à peu près, un peu plus. Voilà le singe. Et puis il ne fait pas semblant, hein. Il fait hop, il se frappe la poitrine, ah, et on repart. C'est lui? Et c'est qu'il n'a pas vu? Mais il y en a beaucoup qui la connaissaient, hein. Ceux qui la connaissaient, je vais vous en montrer une autre. Ça montre que quand votre Global Workspace est occupé, il ne laisse pas passer une autre idée. Je ne sais pas si vous connaissez celle-ci. Alors celle-là, elle est pas mal aussi pour ceux qui la connaissent pas. Donc essayez de comprendre, c'est de l'anglais, mais bon, ça devrait aller. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Donc il y a eu 21 changements en fait, que vous n'avez probablement pas vus. Voilà ce qui se passe en vrai. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones. C'est quasiment pas la même scène. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Intéressant, hein? C'est facile de rater quelque chose qu'on ne regarde pas. Alors, par honnêteté, je mets ce pourquoi c'était. Voilà, look out for cyclists. Allez, des autres petites anecdotes. Je sais pas, ça va les anecdotes, c'est mieux? Parce que moi j'aime bien les anecdotes, hein. Je dis, je le fais à ma façon. Alors ça c'est encore un insecte au nom imprononçable, Julodimorpha saundersii. Jewel beetle. Pourquoi? Parce qu'il a une carapace solide, brillante et marron, ce qui peut faire penser à une pierre précieuse. Donc ça s'appelle le scarabée joyau. D'accord, c'est un insecte australien. Désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les insectes. Dans cette espèce, la femelle est incapable de voler, mais le mâle, oui. Donc le mâle vole et il cherche une femelle en chaleur. Et quand il en trouve une, il se pose et il s'accouple. D'accord? Biologie. Hein. Et il y a une autre espèce qui habite dans la brousse australienne, qui s'appelle Homo sapiens. Et Homo sapiens a un très gros cerveau qu'il utilise pour chasser la bière fraîche. Et la femelle. Et quand il en trouve une, il vide la bière et parfois il jette la bouteille dans la nature. Et comme par hasard, ces bouteilles sont dures, brillantes et ont exactement la même nuance de marron qui attire ces scarabées. Et donc les mâles affluent sur ces bouteilles, ils essayent de s'accoupler et ça a posé un gros problème. D'abord parce qu'ils perdaient tout intérêt pour les vraies femelles. C'est classique, hein, c'est pas classique un mec qui délaisse sa femme pour la bouteille, non? Ça dit rien. Le truc c'est que l'espèce s'est presque éteinte, hein. C'est-à-dire que les mâles donc délaissaient les femelles, il n'y avait plus d'accouplement, ils mouraient d'épuisement sur les bouteilles parce que ça faisait une surstimulation. Et en plus les fourmis avaient fini par repérer que les types, ils étaient là, enfin les mâles étaient là à besogner la bouteille et les fourmis venaient bouffer les scarabées qui du coup devenaient une proie facile alors que d'habitude elles s'en prennent pas à des gros machins comme ça. Donc ça déconnait tout. Et comme l'avait dit le type qui présentait la conférence là-dessus, they had to change the bottles to save the Beatles. Ils ont vraiment modifié les bouteilles. Qu'est-ce qui se passe là? Les mâles trouvaient des femelles depuis des millions d'années. Est-ce que vous pensez que ces mâles scarabées voient la réalité telle qu'elle est? Non, ils ne voient pas la réalité telle qu'elle est. L'évolution leur a joué un tour. L'évolution leur a dit qu'une femelle, c'est quelque chose de solide, brillant et marron. Et plus c'est gros, mieux c'est. Et même en rampant sur toute la bouteille, il ne pouvait pas se rendre compte de son erreur. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, l'évolution, c'est la bouteille qui est en cause. L'évolution leur a joué un tour. L'évolution nous joue des tours. Parce que la priorité n'est pas de voir la réalité telle qu'elle est. La priorité, c'est de rester en forme et de faire des enfants. Et donc, tous les animaux... Alors, il y a un mec génial, un chercheur américain, Donald Hoffman. Alors, les conférences, il en a fait aussi sur YouTube, mais c'est que en anglais, pour les gens qui comprennent l'anglais.
Et il explique, lui, il s'occupe de l'évolution. Il a mis des... Alors, vous savez, l'évolution, c'est une théorie mathématique. Hein. Et il a des ordinateurs où il fait des simulations d'environnement. Et il peut créer des espèces en leur donnant des caractéristiques. Et quand il donne à une des espèces voir la réalité telle qu'elle est, c'est jamais l'espèce qui l'emporte au final. Hein, c'est ça les jeux évolutionnistes. On met les espèces et on voit qui c'est qui reste vivant à la fin. Qui est favorisé. C'est jamais voir la réalité telle qu'elle est. Ce qui est favorisé, c'est rester en forme et faire des enfants. Donc on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on voit la réalité pour pouvoir rester en forme et faire des enfants. D'accord ? C'est pas la vision précise. D'accord ? La métaphore qu'on peut utiliser, c'est la métaphore de l'ordinateur. Si vous voyez un dossier sur l'ordinateur, vous savez très bien qu'il n'y a pas de dossier vraiment sur l'ordinateur. En vrai, il y a des mégabits avec des 0 et des 1. Mais vous n'avez pas envie de savoir que sont les 0 et les 1. Vous avez envie d'accéder à votre dossier sur l'ordinateur. Et c'est votre interface avec le monde. Et vous ne voulez pas mettre le dossier à la poubelle, même si c'est qu'une interface. Parce que c'est dans la réalité, vous allez l'effacer. Donc des fois, notre inconscient nous réduit l'information pour le pire. Il rend l'information simple et dégradable pour le pire. Et parfois pour le meilleur. Alors vous connaissez peut-être ce petit test aussi. Je demande juste aux hommes, je suis désolé, lequel de ces deux visages est spontanément le plus attirant. Comme ça, sans réfléchir. On peut aussi essayer avec celle-là. Alors, bon, l'éclairage n'est pas assez bon. L'éclairage n'est pas assez bon. Alors, si les photos étaient visibles telles qu'elles doivent l'être, la plupart choisiraient la droite. Tout à fait étrangement, puisque le visage de gauche est plus souriant et plus symétrique, donc il a plus de critères de beauté. Et vous choisirez la droite pour une raison que votre inconscient ne vous donne pas consciemment, c'est que la pupille de ces jeunes filles a été légèrement élargie par ordinateur. Donc en fait, il semblerait que quand une femme ait du désir, ses pupilles s'élargissent légèrement. Et qu'à notre insu totale, nous soyons plus attirés par les personnes qui sont attirées par nous. Intéressant, ça a été démontré de multiples fois. On élargit légèrement la pupille. Le premier qui a fait ça, il avait même élargi la pupille au feutre à l'époque, c'était pas l'ordinateur. Donc on sait ça depuis longtemps, ça marche bien. Et je me rappelle quand j'étais à Lyon, j'ai eu la chance de bosser avec un psychiatre éminent qui s'appelle Patrick Lemoine, qui avait dit mais c'est marrant, personne n'a essayé de démontrer ça dans l'autre sens. Tout le monde a fait ça pour les nanas avec les pupilles dilatées, mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Alors il a pris une photo d'un type, ni beau ni moche, enfin normal. Pas trop mal quand même, moi je le trouvais pas trop mal le mec. Et il a élargi légèrement la pupille par ordinateur, et puis il a fait passer à toutes les infirmières de son hosto, quoi, une bonne partie. Il leur demandait aussi en quelle phase du cycle elles étaient, il avait sûrement une idée derrière la tête, je sais pas. Et ça marche pas. Ça marche pas, non. Il n'y a aucun truc statistique qui ressort, ça fonctionne pas. Bizarre, hein? Donc là je dirais pour le meilleur, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur, parce que c'est ça, ça nous attire dans l'idée d'être attiré par les gens qui nous attirent et par qui on est attiré et donc avec qui on va se reproduire. Je vais faire ma dernière partie rapidement parce que j'ai un peu dépassé le timing, donc je vais aller vite pour vous dire, là je vais passer à la réalité relationnelle et psychique. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, on le voit mal, je suis désolé. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, on peut le voir en très bonne résolution dans le site d'un musée américain, Pygmalion et Galatée de Jean-Léon Gérôme. Alors vous connaissez peut-être l'effet Pygmalion. C'est bon, tout le monde, j'ai pas besoin d'y revenir. Pas Pygmalion. Hein. L'effet Pygmalion, c'est bon? L'effet Rosenthal, tout ça. Bon, il nous a vraiment démontré que ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, est grandement déterminé par ce qu'on pense des personnes. On construit la réalité, les prophéties autoréalisantes. Vous vous rappelez la crise des subprimes en 2008, où on a beaucoup parlé des agences de notation. Il était très clair pour les économistes que quand une agence de notation disait on enlève le triple A parce que le pays est moins solide, le lendemain les investisseurs investissaient moins et le pays devenait moins solide. Elles avaient un aspect de prophétie autoréalisante. D'accord? Donc il y a l'effet de ça, il y a l'effet des prophéties autoréalisantes, l'effet de nos croyances. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Alors ça, c'est une pub aussi, mais je suis désolé, la pub c'est le seul endroit où il y a des gens encore qui investissent du fric pour faire des trucs un peu artistiques, je le regrette, mais c'est ainsi.
On est un jour après la journée des droits des femmes. Ça vaut le détour. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Intéressant, hein? Enfin bon, je pense qu'il y en a qui la connaissaient aussi. Why can't run like a girl also mean win the race? Ouais. Donc les faits de nos croyances. Les faits de nos croyances, je vous enlève une vidéo. Vous connaissez le... Bon, j'allais dire, vous savez ce que c'est cette photo, mais c'est écrit. C'est des femmes aux îles Fidji en tenue traditionnelle des îles Fidji. Vous savez, aux îles Fidji, les critères de beauté ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. On apprécie les femmes grasses et enveloppées, parce que c'est un signe d'opulence, de maternité, de féminité, d'accord ? Et il y a une anthropologue qui s'appelle Anne Becker qui est allée faire des études aux îles Fidji dans les années 90 pour voir s'il y avait des troubles du comportement alimentaire dans ces endroits où les critères de beauté étaient plutôt les femmes grosses. On était à l'époque vraiment de l'explosion des mannequins anorexiques dans les années 90. Et en 95, elle revient et elle dit il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire aux îles Fidji, il n'y en a pas. Il y a de l'obésité, il y a de la malnutrition, mais il n'y a aucun trouble du comportement alimentaire tel qu'on le voit. Elle revient 3 ans plus tard, en 98, et là, 74% des jeunes femmes se trouvaient trop grosses ou trop grasses, 69% ont fait un régime, plus de 20% d'entre elles avaient eu recours au vomissement. Mais que s'est-il passé entre 95 et 98 aux îles Fidji, bon sang? Ben, on a installé la télévision, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, les effets de nos croyances, je vous laisse méditer sur ce genre de petits trucs. J'en donne 2-3 pour terminer, hein, je laisse méditer. C'est une étude qu'on peut trouver pour ceux qui lisent l'anglais, hein, elle est sortie dans Eating Behaviors, non pardon, dans British Journal of Psychiatry en 2002. L'effet Green Spoon, vous connaissez l'effet Green Spoon? Ah,
l'effet de nos croyances et de nos théories. Le sujet est devant. Il regarde devant. L'opérateur est derrière. La consigne est donnée au sujet, c'est dites tous les mots qui vous passent par la tête pendant 50 minutes. C'est long, hein? Tous les mots. Tous les temps, tous les modes, tout ce que vous voulez pendant 50 minutes. Et la consigne qui est donnée à l'opérateur à l'insu du sujet, c'est monsieur, à chaque fois que le sujet dira un mot au pluriel, vous ferez comme les psys, vous ferez un petit murmure approbateur. Juste ça. Hein. Au bout de 50 minutes, on demande au sujet, est-ce que vous avez compris en fonction de quoi il faisait Il dit non, pas du tout, j'ai pas compris, c'était un peu aléatoire comme ça. Et pourtant, il s'est mis à dire de plus en plus de mots au pluriel. Donc ça veut dire que toutes nos théories, aussi minimales soient-elles, du genre le pluriel c'est bien, influent sur le sujet. Alors combien plus des théories compliquées comme les théories psy. Hein. Vous connaissez aussi les expériences de Loftus avec les faux souvenirs, à quel point on a pu facilement inculquer des faux souvenirs. L'effet du contexte, je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Joshua Bell, je ne sais pas si vous savez qui est Joshua Bell, un violoniste, un immense violoniste. 12 janvier 2007, pendant 3 quarts d'heure, Joshua Bell a joué dans une station de métro de Washington à l'heure de pointe, pendant 1 heure le matin. C'est un des plus grands violonistes du monde, hein. Je ne suis pas un expert en musique classique, mais apparemment c'est un bon. Si vous voulez le voir jouer en concert, ça va vous coûter des centaines d'euros. Et il joue sur un Stradivarius qui vaut 3,5 millions de dollars, d'accord ? Il s'habille en SDF comme ça, et puis il joue 6 pièces classiques parmi les plus élégantes jamais jouées, pas les trucs de répondeur. Hein. Il joue les pièces les plus élégantes qui ont jamais été jouées. Il y a plus de 1000 personnes qui passent, personne ne s'arrête. 7 personnes en tout, dont plusieurs enfants. Personne ne l'applaudit à la fin. Incroyable. Et le journaliste qui a écrit l'article, qui est à l'origine de l'expérience, il écrira dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu. Non, il a eu le prix Pulitzer pour cet article. D'accord ? C'est vraiment ça, c'est les effets. J'ai parlé des effets des relations, des effets des croyances, ça c'est les effets de contexte. C'est vraiment les effets de contexte. Le contexte génère une réalité aussi. Souvent un exemple que je donne pour parler, pour ceux qui, je sais qu'il y en a qui pratiquent l'hypnose, c'est souvent un exemple que je donne sur la question de l'hypnose de spectacle. À quel point le contexte joue sur ce qui se passe. C'est un révélateur du contexte en fait. Quelqu'un qui accepte de monter sur scène avec un hypnotiseur de spectacle, quelque part, ça va révéler le côté qu'il avait en lui de vouloir monter sur une scène et de faire le pitre. Quelqu'un qui rentre dans mon cabinet, ça peut, si tout se passe bien, révéler ce côté qu'il avait en lui et qui était de vouloir changer quelque chose dans sa vie en fait. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas guérir une dépression sur une scène. Je mets au défi les hypnotiseurs de spectacle, hein, et que moi, ils peuvent me mettre au défi. Je ne peux pas faire le pitre à quelqu'un dans mon bureau. Ça ne marchera pas. J'y arriverai pas. J'insiste pas sur celle-ci, parce que là aussi je pourrais y passer la nuit, donc je ne vais pas insister. L'expérience de 1000 grammes, vous connaissez l'expérience de 1000 grammes, l'expérience la plus célèbre et la plus mal comprise de l'histoire de la psychologie, puisque l'expérience de 1000 grammes n'a jamais révélé, vous savez, c'est celle avec les chocs électriques, machin. L'expérience de 1000 grammes n'a jamais révélé qu'il y avait une bête qui sommeillait en l'homme. Le plus important dans l'expérience de 1000 grammes, si un jour vous lisez ce livre, moi est un de mes livres préférés, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Soumission à l'autorité de Stanley Milgram. Le plus important dans l'expérience de 1000 grammes, c'est pas l'expérience, c'est les variantes de l'expérience. Il a fait plein de variantes, il y a au moins 15 variantes. Ça nous a appris beaucoup de choses. Il n'y a pas une bête qui sommeille en l'homme, parce que dans la variante de l'expérience où c'est le sujet qui doit choisir le niveau de punition, personne ne va jusqu'au bout et les punitions restent très basses. Ce que ça nous a appris, c'est, entre autres, les effets de groupe, les effets des relations. Si on prend 3 acteurs et un sujet du côté de ceux qui jugent le... D'accord ? Et 3 acteurs et un sujet, et tous disent il faut continuer, il faut continuer. C'est la modalité de l'expérience où les gens vont le plus loin, la dilution des responsabilités. Inversement, si vous prenez 3 acteurs et que un par un ils arrêtent, personne ne va jusqu'au bout. Ça nous a surtout prouvé que c'était pas utile d'être un héros et que plutôt que se battre tout seul, il valait mieux lutter avec d'autres. Et les narrativistes apprécieront. Pardon. Et donc, pour terminer,
en parlant de la réalité construite au niveau de la relation et de la communication, j'attire votre attention sur le très célèbre effet ours blanc, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, j'ai pas dit aussi, j'ai une chaîne YouTube où je fais des petites vidéos de vulgarisation sur la communication et la psy, ça s'appelle ComPsy, CO2NPSY. Voilà. Et j'en ai fait une sur l'effet ours blanc. Mais bon, vous savez ce que c'est que l'effet ours blanc, c'est si je vous dis, pendant les 5 prochaines secondes, ne pensez surtout pas à un ours blanc. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement que penser à un ours blanc. L'effet ours blanc, c'est l'effet selon lequel, quand on repousse une pensée, elle nous revient plus fort dans la figure. Ce qui nous montre que chaque mot compte. C'est-à-dire que le truc qu'on dit en relation d'aide, la phrase qu'on dit le plus et qui est la plus nuisible, c'est « ne vous inquiétez pas ». En tout cas, moi je peux dire dans les hôpitaux, hein, c'est la phrase la plus prononcée. Mais ne vous inquiétez pas, on entend inquiéter. Si vous amenez un gamin chez le dentiste et que vous lui dites « ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal, le monsieur n'est pas méchant », n'aie pas peur, il entend peur, mal, méchant, peur, mal, méchant. Donc, quand on veut, et je fais peut-être un deuxième lien avec mon livre. Vous aurez, enfin, je conclurai après là-dessus. Je fais un deuxième lien avec mon livre c'était un peu ce que je défends dans mon livre, c'est qu'on va changer la réalité en changeant des mots, en changeant des petits mots. Et effectivement, si je veux faire passer un message, vaut mieux pas que je fasse passer le non-message contraire. Ça marche pas. De la même façon, changer des mots, par exemple, remplacer le mot mais par le mot et. C'est tout bête, mais ça change tout. Si je dis à un patient, mais vous allez vraiment très mal, mais vous êtes venu, il va penser que je remets en cause sa souffrance. Si je dis vous allez vraiment très mal et vous êtes venu, il va penser que je souligne son courage d'être venu. Et ce qui était ce que je voulais lui dire. Donc il ne faut pas utiliser le mot mais, sauf si vous voulez nier la première partie de la phrase. D'accord ? C'est des petites choses comme ça, mais qui changent tout. Qui changent tout. Voilà. Comment faire très concrètement ? Comment rendre fluide la conversation ? J'aime bien me dire que dans mon bureau, parfois, il y a quelqu'un qui rentre et qui a tout raté dans sa vie, et que le type, il sort et il n'a jamais renoncé à s'en sortir. Et pourtant, c'est la même histoire. Mais c'est le type qui a tout raté et le type qui n'a jamais renoncé. Que dans mon bureau rentre une victime de trauma et qu'en ressort une survivante du trauma. Et que ça, c'est le recadrage, quoi. Et vous aurez remarqué que au fur et à mesure de la... J'ai fini, hein, Nathalie, c'est vraiment en conclusion. Au fur et à mesure, je suis passé dans des domaines... C'est-à-dire, la question que je posais au début, y a-t-il un en dehors de l'esprit ? La physique, c'est le domaine des 3 que j'ai présentés, où je pense, c'est vraiment un avis, hein, je pense, notamment comme je vous l'ai dit, parce que j'aime bien beaucoup Étienne Klein, et parce qu'il le dit, et je veux bien le croire, je pense qu'il y a un en dehors de l'esprit. Je pense qu'il y a un en dehors de l'esprit, et que s'il n'y en avait pas, les physiciens ne feraient pas de physique. Je pense qu'il y a un en dehors de l'esprit parce que la physique produit beaucoup de résultats auxquels la perception du réel nous dit non. Produit tellement de résultats contre-intuitifs que je peux facilement, mais c'est personnel, et on a le droit de pas être d'accord, bien évidemment, c'est recommandé. Je pense qu'il y a un en dehors de l'esprit dans le monde physique. Je pense que le monde sensible est un subtil mélange entre l'en dehors de l'esprit et ce que la pensée m'amène. Et je pense que le monde relationnel, social, communicationnel, celui-là c'est celui où il y a le plus de construction de l'esprit. Et ce qui est très frappant, extrêmement frappant, c'est que ces réalités construites socialement, pour nous, sont beaucoup plus réelles que les réalités physiques. Vous savez que la matière est composée d'atomes. Et pourtant, c'est pas dans votre réel, on ne voit pas les atomes, on les verra jamais, c'est impossible de les voir. Parce qu'ils émettent pas assez de photons. D'accord ? Mais par contre, les réalités sociales qu'on construit, comme le fait que je suis en train de faire une conférence et que vous êtes en train de m'écouter, sont beaucoup plus réelles pour nous. Le fait que l'argent a de la valeur, beaucoup plus réel pour nous, c'est une réalité construite socialement. Et c'est beaucoup plus réel que les réalités physiques, qui pourtant sont, à mon avis, celles où il y a le plus d'en dehors de l'esprit. Finalement, peut-être qu'à la fin, vous applaudirez quand je vous dirai merci, parce que notre réalité est construite comme ça. Et ça me sera très difficile de savoir si vous faites cela, parce que ça vous aura réellement plu. Ce sera un vrai risque pour moi. Donc la thérapie n'est pas réelle. La thérapie n'est pas réelle, et tant mieux. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître la réalité. Erickson, il disait qu'il faut faire une théorie par patient. Donc il ne s'agit pas de connaître la réalité, il s'agit de la modifier. Donc pour la modifier, c'est possible que parce qu'elle est construite. Et pour qu'elle soit construite, le seul moyen, c'est de la penser construite. D'accord ? Il faut la penser ainsi pour qu'elle le devienne. Je termine par 2 micro-citations.
c'est le d'Aldous Huxley qui est magnifique. La réalité n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Ce qui a tout dit. Et puis, je termine par ce mot. Je ne sais pas s'il y en a qui savent le lire. C'est peut-être de l'hébreu pour vous. Ça tombe bien. C'est des lettres hébraïques, mais le mot est en araméen. Le mot est en araméen. Petit indice. Ah, voilà. Ce mot, c'est abracadabra. En fait, c'est un mot qui vient de l'araméen. Bien sûr, c'est le mot magique. Hein. Je vais terminer par le mot magique. Alors, abracadabra. Mais que veut dire abracadabra? Alors, abracadabra. Donc, si on le coupe en morceaux, c'est un mot composé en fait. Abracadabra. Donc, ça se lit de la droite vers la gauche. Je précise. Hein. Donc, abra, c'est je crée, je vais créer. Que, c'est comme, alors que. Dabra, je parle. Donc, en fait, abracadabra, si je veux le traduire littéralement, ça veut dire je crée ce que je dis. La traduction la plus exacte à mon sens, au niveau du sens, hein, pas au niveau du littéral, mais la traduction du mot abracadabra, c'est je crée ce que je dis. Alors évidemment, c'est la phrase du magicien, il n'y a pas de lapin dans le chapeau, je vais le créer, bien sûr, mais pour moi, c'est la phrase du thérapeute, c'est la phrase de celui qui essaye de changer la réalité. Nous allons parler, et ensemble, nous allons créer un espace dans lequel la réalité peut se modifier. Donc voilà, la thérapie n'est pas réelle, mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'elle est magique. Bon allez, je prends le risque, et selon la formule consacrée, je vous remercie de votre attention.